L'ensemble fonctionnel de l'épaule est particulièrement important. En effet, cette structure multi-articulaire, avec de nombreux muscles, va, par sa proximalité, organiser, diriger le membre supérieur vers la finalité du geste. C'est l'ensemble musculo-articulaire le plus mobile de l'organisme. L'ensemble fonctionnel de l'épaule est le plus proximal du membre supérieur. C'est en fait un complexe articulaire comprenant plusieurs articulations qui va donner une mobilité privilégiée, extrêmement ample, chez l'homme. En effet, cette articulation et ce complexe d'ensemble fonctionnel proximal va orienter le membre supérieur dans un volume aussi spacieux que possible pour finaliser la préhension avec la main. L'articulation de l'épaule est en fait un ensemble fonctionnel de 5 articulations, qui sont 3 articulations vraies. Premièrement, l'articulation scapulo-humérale. Premièrement, l'articulation scapulo-humérale, c'est une énarthrose qui met en regard la cavité glénoïdale de la scapula, ainsi que la tête de l'humérus. Cette articulation est très mobile, puisque la tête de l'humérus a un volume de 1/3 de sphère, et la tête humérale est orientée par rapport à la diaphyse selon un angle de 135 degrés. La seconde articulation vraie, c'est l'articulation sterno-costoclaviculaire ou cléido-thoracique. Cette articulation est proximale, c'est une articulation en selle qui donne une bonne mobilité à la clavicule par rapport au sternum. La troisième articulation, c'est l'articulation acromioclaviculaire ou cléidoscapulaire qui met en jeu l'extrémité latérale de la clavicule et l'acromion de la scapula. C'est une articulation vraie mais qui est une arthrodie, donc peu mobile. Cet ensemble fonctionnel est complété par 2 espaces de glissement. Premièrement, sous la voûte acromioclaviculaire, c'est la deuxième articulation scapulo-humérale ou bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne. Cette bourse séreuse est en fait constituée de 2 feuillets de membrane synoviale, l'un superficiel, l'autre en profondeur, que ces feuillets sont au contact l'un de l'autre, dans une cavité étanche, qui produit du surfactant, un liquide riche en protéines, et qui permet de diminuer les forces de frottement sur les cartilages. Dans le cas présent, la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne est dans un plan différent que la membrane synoviale dans une articulation. Le deuxième espace de glissement, c'est l'articulation scapulo-thoracique. C'est une cysarcose entre l'omoplate et la convexité du thorax. Si l'un de ces éléments est atteint, mal fonctionnel, c'est l'ensemble complet de l'articulation de l'épaule qui va souffrir. Dans l'ensemble fonctionnel de l'épaule, l'articulation scapulo-humérale est la plus importante, avec une grande mobilité puisqu'il s'agit d'une énarthrose. Nous avons donc 2 surfaces articulaires en présence, la tête de l'humérus qui a un volume d'1/3 de sphère, et la cavité glénoïdale de la scapula, qui a une périphérie ovoïde, qui est légèrement concave. Sur ce schéma, il y a une distance entre ces 2 surfaces articulaires, pour des raisons de clarté sur le schéma, mais en fait, la tête de l'humérus est en contact avec la cavité glénoïdale. Il y a une disproportion de volume entre la tête de l'humérus et la cavité glénoïdale de 3:1. La cavité glénoïdale est donc plus petite, et surtout, pour son relief, pour accentuer sa concavité, un fibrocartilage intermédiaire est présent, c'est un bourrelet, le bourrelet glénoïdal qui est inséré en périphérie du cartilage scapulaire. La cavité synoviale est particulièrement complexe. En effet, la cavité synoviale, composée par la membrane synoviale, avec une surface active qui regarde la cavité interne de l'articulation, est insérée d'une part en périphérie du bourrelet glénoïdal, d'autre part
en périphérie du cartilage de la tête de l'humérus. Ceci forme un cylindre, un manchon synovial. Mais dans le cas présent, cette cavité synoviale est traversée par un tendon musculaire, le tendon du long biceps. Ce long biceps a une orientation verticale en avant de la diaphyse de l'humérus. Le tendon du long biceps va ensuite passer dans le sillon intertuberculaire entre tubercule majeur et tubercule mineur. Au-delà de ce sillon intertuberculaire, le tendon du long biceps va s'horizontaliser pour se terminer au sommet de la cavité glénoïdale de la scapula. Mais cette traversée avec ce segment vertical puis horizontal, pour protéger le tendon du long biceps et éviter des microtraumatismes et une usure prématurée, ce tendon est accompagné par une membrane synoviale. Le tendon du long biceps va être protégé par une dépendance de la membrane synoviale. En effet, cette membrane synoviale va développer un manchon, donc un cylindre spécifique, dévolu au tendon du long biceps, avec au bord supérieur du tendon qui s'insère sur le bourrelet glénoïdal, une ligne de réflexion avec une paroi synoviale crâniale supérieure qui fait demi-tour en quelque sorte au contact du tendon du long biceps et vient développer un cylindre indépendant, un manchon qui accompagne le tendon du long biceps sur son trajet horizontal puis vertical en intertuberculaire, tout en sachant que la surface fonctionnelle de ce manchon spécifique du long biceps regarde la cavité articulaire et est orientée vers la cavité articulaire synoviale. C'est un système de protection très efficace pour le tendon du long biceps. Sur la coupe sagittale, du côté droit, qui passe par l'interligne articulaire, on a donc un grand cylindre avec une périphérie insérée autour du bourrelet glénoïdal et de la tête de l'humérus, avec une surface fonctionnelle qui regarde la cavité articulaire, et un petit cylindre qui accompagne le tendon du long biceps, dont là aussi la surface fonctionnelle est en regard de la cavité articulaire. C'est ainsi que le tendon du long biceps va être extrasynovial, puisqu'il n'est pas directement en contact avec le tissu synovial et le liquide synovial, mais on va voir qu'il est intracapsulaire, c'est-à-dire contenu dans la capsule articulaire de l'articulation scapulo-humérale. Au total, le tendon du long biceps est intracapsulaire puisqu'il va être contenu dans le cylindre qui entoure l'articulation et qui est plus superficiel que les éléments qui sont représentés sur le schéma. Il est intracapsulaire mais extrasynovial comme on vient de l'expliquer, puisque cette surface du tendon du long biceps n'est pas directement en contact avec le liquide synovial. L'appareil de maintien de l'articulation scapulo-humérale est ici représenté. Il est donc plus superficiel que l'appareil de glissement que l'on vient de décrire. C'est donc la tête de l'humérus et l'extrémité supérieure de l'humérus qui s'articulent avec l'omoplate. Ce schéma représente l'ensemble des éléments constituant tout d'abord le long biceps avec son trajet dans le sillon intertuberculaire, puis le ligament coraco-huméral. Ce ligament coraco-huméral n'appartient pas à la capsule articulaire, c'est un ligament à distance qui est un ligament suspenseur du membre supérieur et c'est un ligament qui correspond à un muscle atrophié. En effet, certains muscles existent chez les animaux, pas forcément chez l'homme. Ce muscle s'est différencié, est devenu un ligament alors qu'il était contractile initialement. Premièrement, ce ligament coraco-huméral est inséré en proximalité sur le processus coracoïde, à la fois sur la partie verticale, la partie horizontale. De là, le ligament coraco-huméral va subir un mouvement de torsion
et se terminer sur le tubercule majeur et le tubercule mineur. Quant au tendon du long biceps, il traverse, lui, le sillon intertuberculaire qui est fermé par un ligament huméral transverse. La capsule articulaire, indépendante du ligament coraco-huméral, est insérée au-delà du bord terminal des cartilages articulaires. Cette capsule articulaire est solide, légèrement lâche, détendue, et cette capsule articulaire, qui fait un vaste cylindre autour de l'articulation, va être renforcée en 3 endroits par des épaississements ligamentaires. Ce sont les ligaments gléno-huméraux de Farabeuf. 3 ligaments gléno-huméraux de Farabeuf qui renforcent uniquement la face ventrale de la capsule articulaire, bien que les déchirures de ces ligaments et le déplacement de la tête de l'humérus en avant de l'omoplate soit la luxation de l'épaule la plus fréquente. Cette deuxième articulation de l'ensemble fonctionnel de l'épaule est l'articulation cléidothoracique ou articulation sterno-costo-claviculaire. C'est une articulation vraie avec les composants que nous avons précédemment cités. Ce schéma représente une coupe frontale de l'articulation cléidothoracique droite. Les éléments en présence sont la clavicule, et plus précisément l'extrémité médiale de la clavicule, ainsi que le manubrium sternal et la première côte avec le premier cartilage costal. Cette articulation est une articulation en selle avec 2 surfaces en croissant, entre lesquelles vient s'interposer un disque ou un ménisque. C'est un peu variable selon les auteurs. Ce disque va compartimenter la cavité articulaire avec 2 compartiments. Premièrement, un qui est latéral et crânial, c'est le compartiment où siègent les mouvements, et un compartiment qui lui au contraire est caudal et médial, c'est un compartiment qui a un rôle d'amortisseur et qui joue en association avec le disque. Les surfaces cartilagineuses tapissent toute l'extrémité distale de la clavicule et une grande partie du manubrium sternal. Pour le sternum, le cartilage déborde sur le cartilage costal, le premier cartilage costal, qui fait la jonction entre la première côte et le sternum. On a donc 2 cavités indépendantes, chacune avec sa membrane synoviale, sa capsule qui est lisse et régulière. La capsule articulaire n'est pas rehaussée par des ligaments. Il y a par contre un ligament à distance, le ligament interclaviculaire, qui s'insère sur le bord supérieur des clavicules et qui passe avec une longueur assez importante de la droite à la gauche, laissant des fibres qui s'entrecroisent au niveau du manubrium sternal. C'est un ligament qui renforce la solidité de la capsule. Le deuxième ligament est un ligament costoclaviculaire à distance. C'est un faisceau musculaire atrophié qui est large, épais, avec une bonne insertion claviculaire. Sur le thorax, il s'insère à la fois sur le premier cartilage costal et la première côte. Cette région et ce ligament va être complété par le muscle subclavier. Le muscle subclavier a la même orientation que le ligament costoclaviculaire. Ce muscle est en fait assez volumineux sous la clavicule vers la première côte orientée en bas et en avant. C'est là que ce muscle subclavier, d'une part, renforce les éléments adjacents, le ligament costoclaviculaire, la capsule, le ligament interclaviculaire, mais le muscle subclavier joue un rôle dans l'abaissement de la clavicule, l'abaissement de la ceinture scapulaire, pour mobiliser principalement l'articulation cléidothoracique. On retient que l'articulation cléidothoracique est donc très résistante par sa capsule, ses ligaments à distance et le muscle subclavier. Les fibrocartilages intermédiaires, situés donc entre 2 pièces squelettiques recouvertes de cartilage, ont un rôle mécanique important d'amortisseur ou pour rétablir une congruence, mais tous ces fibrocartilages intermédiaires sont intrasynoviaux et bien sûr intracapsulaires. La troisième articulation vraie de l'ensemble fonctionnel de l'épaule
est l'articulation acromioclaviculaire ou articulation cléidoscapulaire. C'est une arthrodie avec des surfaces articulaires planes, peu mobiles, qui a pour but de solidariser la clavicule et la scapula. L'articulation acromioclaviculaire sur le schéma est prise dans un plan de coupe frontale. Les pièces squelettiques sont donc la clavicule et l'acromion, qui chacune présente une surface cartilagineuse qui est plane, qui sont en regard l'une de l'autre, mais entre lesquelles vient s'interposer un ménisque. La membrane synoviale est insérée en périphérie des ménisques et des cartilages, et la capsule articulaire est régulière, lisse, sans renforcement. C'est à distance qu'il y a des renforcements ligamentaires, en particulier sous la clavicule, sur la face inférieure de la clavicule, un ligament en 3 faisceaux, le ligament coracoclaviculaire, qui solidarise très fortement la clavicule avec la scapula. Nous venons de voir que la clavicule est solidement fixée sur son tiers latéral par le ligament coracoclaviculaire, précédemment qu'elle est solidement fixée sur son tiers médial par la capsule articulaire sternoclaviculaire, le ligament interclaviculaire et le ligament à distance. Eh bien, c'est le tiers moyen qui est le plus fragile, et c'est là que le plus fréquemment siègent les fractures du tiers moyen de la clavicule. Cette articulation acromioclaviculaire est également très protégée, mais malgré tout, elle fait l'objet de traumatismes qu'on appelle les disjonctions acromioclaviculaires, avec différents stades, les plus graves étant chirurgicaux. La structure suivante, qui intervient dans l'ensemble fonctionnel de l'épaule, n'est plus une articulation vraie, mais une bourse séreuse. C'est la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne, qui a pu être dénommée deuxième articulation scapulo-humérale. C'est certainement abusif. Cette bourse séreuse est représentée sur le schéma à gauche, qui est l'équivalent d'une coupe frontale passant par l'articulation scapulo-humérale et l'articulation acromioclaviculaire, et sur une vue de profil du côté droit de l'écran qui passe par l'interligne articulaire scapulo-humérale. Dans la partie supérieure du schéma à gauche, nous avons l'acromion et la clavicule qui forment la voûte acromioclaviculaire qui surplombe l'articulation scapulo-humérale. Cette voûte acromioclaviculaire se retrouve sur le schéma à droite, en coupe sagittale, et sur le schéma de droite, l'acromion naît à partir de l'épine de la scapula. C'est une structure courbe sur le plan du squelette, avec une concavité à orientation ventrale. C'est une moitié de tunnel osseux qui est complétée par le processus coracoïde, qui lui est orienté en haut, ventralement, et qui subit une courbure à 90 degrés. La surface de ces éléments est recouverte par le muscle deltoïde. Ce muscle deltoïde a plusieurs faisceaux, on le verra ultérieurement, mais c'est le faisceau acromial qui est représenté sur la coupe à gauche, le faisceau claviculaire et acromial sur le schéma de droite. C'est l'élément le plus superficiel, avec, au-dessous, un deuxième plan musculaire, et en particulier le muscle supraépineux qui occupe la fosse supraépineuse de la scapula, qui s'amincit dans sa direction latérale pour se terminer au sommet du tubercule majeur de l'humérus. Le muscle supraépineux a un rôle dans le mouvement, on verra que c'est le mouvement d'abduction, et ce muscle supraépineux est donc dans un tunnel, un défilé osseux entre acromion et processus coracoïde,
mais il y a également un défilé fibreux avec un ligament acromyocoracoïdien qui est transversal. Ce ligament réunit deux pièces squelettiques immobiles l'une par rapport à l'autre, mais il en résulte un tunnel ostéofibreux ostéoligamentaire dans lequel passe le muscle supraépineux. Lors des mouvements induits par le muscle supraépineux ou le muscle deltoïde, eh bien, on aurait, en absence de la bourse séreuse, des forces de frottement entre l'appareil musculaire et l'appareil squelettique. Cette région est protégée par la bourse séreuse sous-acromiodeltoïdienne, qui est constituée de deux feuillets, un superficiel, un profond. Ces deux feuillets se réunissent par une ligne de réflexion, une qui est médiale, l'autre qui est latérale et inférieure, au-delà de la tête de l'épiphyse de l'humérus. Ces deux membranes glissent l'une sur l'autre et épargnent les microlésions entre l'humérus et le deltoïde, mais surtout pour le muscle supraépineux. Ce muscle supraépineux est fragile et par des microtraumatismes répétés, il peut éventuellement se rompre, se déchirer. C'est ce que l'on appelle une rupture de la coiffe des rotateurs. La deuxième structure de glissement est constituée par l'articulation scapulo-thoracique. L'articulation scapulo-thoracique est constituée d'espaces cellulo-graisseux. Ce n'est pas une membrane synoviale, ce n'est pas une bourse séreuse. Espace de glissement cellulo-graisseux de part et d'autre d'un plan musculaire. Ce sont des cysarcoses. Le schéma qui est en haut et à droite représente artificiellement l'ensemble fonctionnel de l'épaule qui est déroulé dans un même plan détaché du thorax. On reconnaît la périphérie de la cage thoracique à droite, puis sur le plan squelettique, le losange que fait la scapula et enfin l'extrémité supérieure de l'humérus. Premièrement, le muscle subscapulaire tapisse toute la face antérieure, la face ventrale de la scapula. Les fibres sont horizontales et vont rejoindre le tubercule mineur de l'humérus. Le deuxième muscle en présence, c'est le muscle serratus, ou grand dentelé, ou dentelé antérieur. Ce muscle est en trois faisceaux. Un faisceau supérieur, un moyen, un inférieur. C'est un muscle très plat qui, comme le montre le schéma du bas, lorsqu'il est en position, ce muscle contourne, entoure la partie latérale de la cage thoracique. Chacun des faisceaux a des insertions bien particulières. Le premier faisceau est inséré sur les premières et deuxièmes côtes et va rejoindre le sommet de la scapula. Le deuxième faisceau est inséré des deuxième, troisième et quatrième côtes. Les fibres transversales vont se terminer sur le bord spinal antérieur de la scapula. Le troisième faisceau, inséré de K5 à K10 sur le thorax, s'oriente vers l'angle inférieur de la scapula. Le tout forme le serratus ou grand dentelé. Lorsque ce muscle va se contracter, eh bien, il va travailler en couple avec d'autres muscles, mais surtout, il va permettre de ramener la scapula vers l'avant par la direction de ses fibres et par le jeu des cysarcoses qui sont situées de part et d'autre du muscle, entre le muscle et le thorax ou entre les muscles entre eux. Nous venons de voir que pour l'ensemble fonctionnel de l'épaule, il y a des structures d'accompagnement qui accompagnent les articulations vraies comme la bourse séreuse ou les espaces de glissement pour le muscle serratus. Ces espaces de glissement s'appellent également une cysarcose. La structure, vous l'avez bien compris, est donc uniquement du tissu graisseux, relativement fluide, bien vascularisé, qui s'interpose entre deux plans musculaires successifs. L'altération de ces cysarcoses peut compromettre plus ou moins l'amplitude de mouvement de l'ensemble fonctionnel de l'épaule. La série de schémas suivants va nous permettre de définir les mouvements de l'articulation scapulo-humérale. En effet, dans une analyse clinique, il faut un vocabulaire commun, universel entre chaque praticien,
pour définir et analyser des mouvements qui peuvent être normaux ou au contraire limités par une pathologie quelconque. L'articulation scapulo-humérale est une énarthrose, elle a donc 3 axes de rotation. 3 axes de rotation qui sont représentés de couleurs différentes sur 3 petits diagrammes dans la partie latérale droite de l'écran. Le premier axe de rotation est vertical. C'est sur le schéma au centre de l'écran qui représente l'articulation scapulo-humérale en vue crâniale et l'axe est donc vertical dans l'alignement de la diaphyse et qui permet des mouvements dits de rotation, mouvements de rotation externe, et c'est en position de référence anatomique, la paume de la main orientée ventralement, que on trouve cette situation de rotation externe. À l'inverse, la rotation interne amène la paume de la main orientée dorsalement sur la rotation de cet axe vertical qui suit en fait l'axe longitudinal de la diaphyse de l'humérus. L'axe suivant est sagittal. Il est représenté en haut et à droite sur le diagramme qui est en fait une vue de face, et cet axe est donc en fait ventro-dorsal. Les mouvements qui sont réalisés autour de cet axe donnent des mouvements d'abduction lorsque le membre supérieur de l'humérus s'écarte du thorax et des mouvements d'adduction lorsque l'humérus se rapproche du thorax. Le troisième axe est transversal, il va de la droite vers la gauche, toujours passant par le centre de rotation de la tête de l'humérus. Les mouvements autour de cet axe donnent soit une rétropulsion ou extension lorsque la main et l'avant-bras et le bras se déplacent en arrière, dorsalement, ou des mouvements d'antépulsion, flexion, lorsque le membre supérieur se déplace vers l'avant et en haut. Dans des conditions d'usage quotidien de cette articulation, bien sûr, les mouvements ne sont pas analytiques strictement réalisés autour de l'un de ces 3 axes, mais ils sont associés les uns par rapport aux autres, et ces 3 axes permettent en fait un mouvement de circumduction. Les mouvements de l'épaule associent premièrement les mouvements de l'humérus par rapport à l'omoplate, qui sont réalisés dans l'articulation scapulo-humérale, mais aidés par la bourse séreuse sous-acromio-deltoïdienne. Ces mouvements, sur 3 axes de rotation, on l'a vu, sont des mouvements d'abduction-adduction, des mouvements d'antépulsion-rétropulsion, rotation interne ou rotation externe. L'association des 3 axes permet une circumduction scapulo-humérale, c'est-à-dire qu'à partir du centre de rotation de la tête de l'humérus appliquée contre la cavité glénoïdale, permet de développer un volume circulaire dans le déplacement à l'extrémité distale de l'humérus. Après les mouvements effectués dans l'articulation scapulo-humérale, il y a des mouvements de la ceinture scapulaire par rapport au thorax. Ces mouvements sont réalisés principalement dans l'articulation cléido-thoracique, mais aidés par l'articulation scapulo-thoracique, la cisarcose, et aussi par quelques degrés d'amplitude réalisés dans l'articulation cléido-scapulaire. Ces mouvements sont réalisés sur 3 axes de rotation et permettent des mouvements d'élévation ou abaissement. Le mouvement d'élévation est dans un plan frontal, c'est le mouvement de hausser les épaules. Le mouvement d'abaissement, c'est l'inverse, c'est abaisser les épaules par rapport à l'extrémité crânienne. On a ensuite des mouvements d'antépulsion ou rétropulsion,
L'antépulsion est un déplacement dans le plan transversal, c'est le moignon de l'épaule qui part en avant, c'est donc une translation ventrale de la clavicule et de la scapula. La rétropulsion, c'est l'inverse. Et enfin, il y a des mouvements de rotation qui s'effectuent sur l'axe de la diaphyse de la clavicule. Mouvement de rotation vers l'avant, qui donc déplace le moignon de l'épaule ventralement par opposition à la rotation en arrière. Rotation en arrière qui déplace cette fois-ci le moignon de l'épaule dorsalement. Ce sont des mouvements de la clavicule sur son axe, l'axe de la diaphyse claviculaire, qui entraînent l'omoplate, et l'omoplate pivote autour de son axe sagittal. C'est ce qu'on appelle les mouvements de sonnette de la scapula, qui seront explicités dans une diapositive ultérieure. 3 axes de rotation, 6 directions de mouvement. On a donc une circumduction de la ceinture scapulaire par rapport au thorax. Le cercle de circumduction est plus petit que pour l'articulation scapulo-humérale, mais en associant les deux mouvements de circumduction, scapulo-humérale et ceinture scapulaire par rapport au thorax, on obtient l'ensemble de la circumduction de l'épaule, qui est un mouvement de très grande amplitude, qui là aussi sera explicité sur un schéma suivant. Ce schéma fait la synthèse des deux mouvements de circumduction dans les deux sous-ensembles que nous venons d'énumérer. On reconnaît sur le plan squelettique la périphérie du thorax, l'ensemble de la ceinture scapulaire, clavicule, omoplate et l'humérus. Premièrement, en proximalité, on a, selon le cône en couleur violette, la circumduction de la ceinture scapulaire. L'axe de rotation, c'est l'articulation entre la clavicule et le sternum, avec 3 axes de rotation, donc un cercle de circumduction relativement modeste, qui va entraîner les mouvements de sonnette de l'omoplate, mouvements de sonnette qui sont représentés en rouge. C'est une rotation de la scapula à partir d'un axe qui est juste en dedans de la cavité glénoïdale, au niveau du col, et qui va permettre surtout un déplacement de l'angle inférieur autour de la convexité du thorax, un peu comme une clochette à l'entrée d'une porte. Ces mouvements sont aidés par quelques degrés d'amplitude de mouvement dans l'angle cléidoscapulaire. Sur ce schéma est rajouté dans la partie inférieure gauche le mouvement de circumduction de l'humérus. Le centre de rotation est bien sûr dans l'articulation scapulo-humérale. Le volume de déplacement est plus important. Et lorsque l'on va associer les deux, on obtiendra la circumduction de l'ensemble fonctionnel scapulo-huméral. Ce schéma représente la finalité de l'ensemble fonctionnel de l'épaule, avec la circumduction de tout l'ensemble fonctionnel, associant tous les sous-groupes que nous avons énumérés, et il en résulte un volume de déplacement extrêmement important. L'ensemble fonctionnel de l'épaule est le plus mobile de l'organisme, mais surtout, c'est que l'ensemble fonctionnel est stable dans toutes les positions.